Il est 8h15 sur studiokalita.com. Comme je le disais, nous sommes le 12 Rejvan et donc selon les dispositions prises par l'État d'Israël depuis 22 ans, le 12 Rejvan, eh bien, c'est la date anniversaire de l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin. En date civile, eh bien, c'est le 4 novembre. Tout le monde se souvient de cette date, le 4 novembre 1995. Mais l'État d'Israël a donc décidé de commémorer le souvenir d'Yitzhak Rabin le 12 Rejvan. Donc aujourd'hui, et c'est aujourd'hui que se tiendront plusieurs cérémonies à la mémoire d'Yitzhak Rabin. D'abord à la présidence de l'État, également devant sa tombe sur le mont Herzl à Jérusalem, et puis également dans le cadre d'une séance extraordinaire de la Knesset. Et pour parler de cet assassinat, de ses répercussions, de l'impact que cet assassinat a eu sur la société israélienne et comment cette société israélienne vit aujourd'hui cet anniversaire, eh bien, nous avons deux invités ce matin sur studiokalita.com. J'ai le plaisir de recevoir Fred Charbit. Fred Charbit qui a été pendant plusieurs années commissaire général des EI, également directeur des centres Fanny Kaplan en Israël. Vous êtes monté en Israël en 1991, donc exactement. Depuis maintenant 26 ans. Vous étiez donc ici en Israël lors de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Et nous sommes également heureux d'accueillir dans ce studio Pierre Lursa. Pierre Lursa qui est avocat, qui est entre autres, on va dire, le traducteur de la biographie de Zev Jabotinsky. Nous allons, je suppose, avoir deux avis un peu différents de la perception que l'on avec laquelle on a vécu cette période très particulière. Tout celui qui était en Israël se souvient de cette période extrêmement tendue qui a précédé l'assassinat et même de la période tendue aussi qui a suivi l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Je voudrais messieurs, que vous nous rappeliez un peu le contexte. Comment vous aviez... Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque et comment vous avez vécu cette période, cette période autour de l'assassinat d'Yitzhak Rabin en novembre 1995 ? Bonjour, donc la première chose, c'est moi j'habitais à 2 pas d'ici, à Rova Chavatzelet. Au cœur de Jérusalem. Au cœur de Jérusalem, et donc j'ai pu voir toutes les manifestations qui ont eu lieu à Kikar Tzion. Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas au courant, Kikar Tzion, c'est le cœur de Jérusalem et ça a été le théâtre. Tout en bas de Ben Yehuda, voilà, tout à fait. Ça a été le théâtre d'une des manifestations de la droite israélienne qui protestait contre les accords d'Oslo. Une manifestation, cette fameuse manifestation où on a vu les leaders de la droite israélienne au balcon et où on a dans la foule remarqué que des affiches présentaient Yitzhak Rabin en uniforme de l'armée allemande, en uniforme SS. C'est une manifestation qui a marqué, qui était, on va dire, un des paroxysmes de la tension, on va dire, dans la société israélienne entre la droite israélienne qui s'opposait aux accords d'Oslo, nous sommes en 95, et la gauche israélienne qui soutenait bien entendu les accords d'Oslo et le Premier ministre Rabin. Alors vous avez vécu cela. Alors oui, comment... La première chose, c'est d'avoir vécu ça et d'avoir vu les manifestations, la violence verbale, c'est ça qui était le plus choquant. Tous les mots qui étaient contre. Et bien sûr, ce que vous avez dit au niveau de la photo de Yitzhak Rabin habillé en uniforme SS. On avait passé déjà un cap. On avait passé une libération de la parole qui était violente et bien sûr qui a amené, comme on le sait, en 1995 à l'assassinat de Yitzhak Rabin. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que pendant que le jour même où il y a eu l'assassinat d'Yitzhak Rabin, moi j'étais à l'armée, j'avais 30 ans, j'étais en permission donc, de Shabbat et je me rappelle avoir eu cette réflexion de dire qu'est-ce qui va se passer demain matin. Ça veut dire je dois rentrer à l'armée, j'y vais pas, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire une société qui totalement est déboussolée. Complètement déboussolée. J'arrive à l'armée et les choses continuent. Ça veut dire que les Mefakdim, ils sont obligés, les commandants, nos responsables continuent à faire ce qu'ils ont à faire. Et moi, je me dis, j'ai 30 ans, j'ai fait mon aléa il n'y a pas très longtemps. Liot Amchovshi Be'artzeno, ça veut dire quoi?
quand on est juif, qu'on vient de France, qu'on fait son alia et qu'on se retrouve devant dans une situation qui est dans un assassinat d'un Premier ministre précédent. Sans précédent, et avec une violence et une libération de la parole qui a amené à cet assassinat. Alors, Pierre Lurçat, comment vous avez vécu cette période vous avez fait votre alia en 1993 et vous étiez donc un nouvel immigrant dans cette société israélienne. Presque vous êtes monté au moment des accords d'Oslo et vous avez vécu cette tension qui régnait dans la société israélienne. Comment vous l'avez perçue sur le plan personnel ? Eh bien, je me rappelle évidemment, comme vous avez mentionné, la période qui a précédé l'assassinat, qui était une période de grande insécurité où on partait le matin au travail et on ne savait pas si on allait rentrer chez soi vivant parce qu'il y avait des autobus qui explosaient presque tous les jours à Jérusalem. Et c'est dans ce contexte-là que je me souviens évidemment de l'assassinat de Rabin et de toutes les choses qui ont marqué tous les Israéliens à cette époque. Et même si les attentats dans les autobus, c'était si je ne m'abuse, après, c'était en 96. Hein, c'était avant, mais c'était après. Il y avait eu effectivement déjà des attentats. Mais je voudrais quand même, sans que le débat devienne trop polémique, parce que je ne pense pas que ce soit l'objet, mais à propos de cette fameuse affiche de Rabin en uniforme SS, on sait quand même que c'est Avishai Raviv qui l'avait préparé, donc c'est quand même, je trouve que c'est pas très juste de mentionner ça. Alors, comme dans le contexte de l'opposition de l'époque jusqu'à aujourd'hui. Alors Avishai Raviv, pour ceux qui n'ont pas suivi les événements, c'était un agent il s'est avéré qu'il s'agissait d'un agent du Shin Bet israélien qui avait été chargé d'essayer d'attiser de l'attention pour essayer de repérer un peu qui serait susceptible donc de porter atteinte au Premier ministre. Et ça veut dire qu'il y avait, c'est-à-dire même si on n'imaginait pas que cela pouvait être possible, eh bien il y avait déjà de la part, par exemple, du Shin Bet, il y avait une volonté de repérer des éléments extrémistes. Je ne sais pas si on peut être très catégorique sur ce sujet-là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui restent encore mystérieuses sur l'implication du Shin Bet, sur son rôle exact avant l'assassinat de Rabin. Je ne sais pas si c'est le point le plus important à débattre aujourd'hui, mais à propos de ce qu'on appelle la hasata, de l'incitation à la haine, je crois que ce qui est dommage, c'est que 22 ans après, finalement, et là je serais d'accord avec ce qui a souvent été dit depuis, c'est que les leçons n'ont pas été tirées. Et si on parle d'incitation... Alors j'aurais bien aimé que vous nous donniez un peu, vous, votre sentiment de cette tension, avant qu'on parle justement de savoir si les leçons ont été tirées. Mais je pense que quel souvenir vous avez, vous, par exemple, de la soirée de l'assassinat d'Yitzhak Rabin? Comment vous avez vécu cela? J'ai vécu... Tous les Israéliens se souviennent où ils étaient. J'étais chez moi et je me souviens d'avoir entendu, évidemment, Eitan Haber avec sa voix... inimitable qui disait même chez Israël Modi Abetadema. Voilà, je me souviens. J'ai les mêmes souvenirs que tout le monde. Le souvenir, je crois qu'il est commun à tous les Israéliens. Ce qui diffère évidemment, c'est l'interprétation qu'on en donne, et c'est aussi justement toute cette politisation du débat, parce que jusqu'à aujourd'hui, une partie de la gauche s'obstine à vouloir faire porter la responsabilité à la droite tout entière, ou aux sionistes religieux, ou aux rabbins, alors que l'on sait qu'Yigal Amir agit seul. Oui, alors c'est ça, c'est-à-dire il y a eu tout de suite après, tout celui qui était en Israël à cette époque se souvient, après l'assassinat de Rabin, après les obsèques, après, on va dire, ces moments d'intense émotion et de tension, il y a eu une sorte on a assisté, et beaucoup de gens dans la droite israélienne l'ont perçu comme cela, à une sorte de chasse aux sorcières. Hein. C'est-à-dire, c'est difficilement imaginable aujourd'hui, mais on avait un peu le sentiment qu'à la terrasse des cafés, on ne pouvait pas parler librement des répercussions de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, de porter un jugement sur le fait que peut-être que, par exemple, comme le disaient certains, eh bien, il y avait eu de la part de Rabin aussi des propos offensants en direction, par exemple, des habitants des implantations. Il y avait un contexte qui n'était pas clair. Il y avait aussi une menace sur le processus de paix qui s'était traduite justement par la manifestation du 4 novembre 1995, qui voulait essayer de doper un peu ce processus de paix, et la population israélienne qui n'était plus tout à fait convaincue justement après le début des attentats à suicide. Tout à fait, mais sans parler de chasse aux sorcières, on se rappelle aussi
certains rabbins qui ont du Parti national religieux de l'époque, du Mafdal, qui s'étaient aussi élevés contre certaines choses qui s'étaient passées dans certaines yeshivot, où certaines personnes s'étaient levées, avaient applaudi, avaient dansé. Donc, sans vouloir parler de chasse aux sorcières, il y avait aussi une partie de la population israélienne qui était content d'un assassinat. Et moi, j'ai eu des amis qui étaient en yeshivot et qui ont quitté ces yeshivot-là parce que justement, le jour de l'assassinat, ils se sont levés, ils sont dansés sur les tables. Donc, il ne faut pas non plus minimiser une certaine forme de réjouissance qu'il y a eu dans la population, une certaine partie de la population israélienne. Pierre Lursin. Je ne veux pas rouvrir les vieilles plaies, comme on dit. Aujourd'hui, il y a quand même 20 ans sont passés et à certains égards, le débat est apaisé. Oui. Mais, d'ailleurs, on va le voir, parce qu'effectivement, le débat est apaisé. Ça a pris du temps, hein, peut-être. On est 22 ans après. Je ne crois pas que le débat soit apaisé. Moi, je pense au contraire qu'aujourd'hui, on a catégorisé, on a mis des gens dans des cases et qu'aujourd'hui, on dit c'est un gauchiste. Donc un gauchiste, c'est-à-dire on parle de gauchistes et les gauchistes sont des traîtres et que les gauchistes sont des... Oui, on entend beaucoup moins ce genre de discours parce que on va dire peut-être que aussi la gauche israélienne est moins, on va dire, relevanted, comme on dit en hébreu, elle est moins présente et elle est moins influente dans la politique israélienne qu'elle ne l'était à l'époque du gouvernement Rabin. Mais je ne pense pas qu'on parle aujourd'hui... Est-ce qu'on parle, vous avez le sentiment qu'on parle en termes de traîtres et de... De traîtres, non. Ça, non. Mais ça veut dire que le mot gauchiste est devenu une insulte. Comme si on n'avait pas le droit de... C'est-à-dire comme si les personnes qui étaient de gauche voulaient rendre l'État d'Israël, voulaient seulement coopérer avec les Arabes sans avoir aucune... sans se soucier de l'État d'Israël et du devenir de l'État d'Israël. Et moi, je pense que c'est très présent dans la société israélienne. Vous pensez, Pierre Lursa, que comme le dit souvent la gauche israélienne, que le processus de paix est mort avec Rabin ou qu'il était déjà en situation difficile? Le processus de paix, c'est ce processus de paix d'Oslo qui n'a... C'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose parce que de toute façon, du côté arabe, il n'y a jamais une volonté de paix véritable. Aujourd'hui, on le sait et c'est peut-être ça, le vrai débat. Mais je crois que à mon sens, peut-être une des leçons qui n'a pas été tirée d'Oslo, c'est finalement jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait vraiment de mea culpa. Et d'ailleurs, le processus de paix n'est pas mort avec l'assassinat de Rabin, puisque même Benjamin Netanyahu lui-même l'a poursuivi avec les accords de Hebron. Donc, quelque part, l'engrenage, personne n'est sorti de l'engrenage. C'est seulement parce que les Arabes ont refusé les propositions généreuses des Ehud-Barak que finalement, le processus s'est enlisé. Mais je regrette que, à mon sens, ce qui est regrettable, c'est que les accords d'Oslo n'ont pas fait l'objet d'un véritable débat public et d'une autocritique de la part de ses auteurs, notamment Shimon Peres. Et par ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, pour revenir sur le point précédent, il y a une partie de la gauche israélienne qui s'obstine à vouloir faire porter la responsabilité de l'assassinat au public sioniste religieux ou à des rabbins ou à la droite ou à Benjamin Netanyahou. C'est une obsession. J'en veux pour preuve un document que j'ai trouvé tout à fait récemment. On en a parlé la semaine dernière dans les médias israéliens. C'est ce recours devant Bagat d'une association qui s'appelle le Forum Chiloni devant la Cour suprême en disant il faut que dans les programmes scolaires, on explique aux enfants d'Israël que c'est pas Yigal Amir tout seul qui a tué Rabin, mais ce sont aussi les rabbins qui l'ont incité, soi-disant, ou la droite qui l'a incité. C'est-à-dire qu'il y a finalement, je dirais, la vérité historique fait l'objet d'un débat. Et d'un débat qui n'est pas un débat d'historien, qui est vraiment un débat sur la place publique. Et une partie de la gauche, c'est l'extrême gauche, hein, c'est des députés comme Tamar Zandberg, qui est signataire de ce recours devant la Cour suprême, ou Yoshua Sobol, le dramaturge bien connu. Donc c'est vraiment une frange de la gauche, mais qui s'obstine à vouloir faire porter la responsabilité de l'assassinat à des rabbins, au sionisme religieux, à Netanyahou. Donc finalement, le débat n'est pas clos sur ce point-là, qui est quand même un point crucial. Vous avez le sentiment qu'on continue à faire porter la responsabilité de l'assassinat à l'ensemble de la droite israélienne, on va dire les militants sionistes religieux?
Non, moi je pense que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire, je pense que oui, il y a eu une libération de la parole, il y a eu une libération de certains actes qui ont été faits à ce moment-là, de certaines personnes qui, comme je le disais, se sont réjouies. Comment on peut se réjouir de l'assassinat d'un Premier ministre dans une certaine partie de la population israélienne? Et je pense que Est-ce que c'était pas tout à fait marginal? C'est-à-dire, est-ce que ça me rappelle, par exemple, la semaine dernière, il y avait un graffiti découvert à Bnei Brak qui disait Rivlin nazi. je pense que on a fait c'est-à-dire une condamnation générale de la classe politique israélienne sans savoir véritablement si Rivlin c'était obligatoirement le président de l'État, et finalement on a donné de l'importance à un graffiti d'un individu qui est finalement isolé. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui n'existaient pas à l'époque, la parole est 100 fois plus libérée. Tout à fait. Donc finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on reste dans ce concept de dire la droite israélienne était responsable, la droite israélienne doit payer le prix. On entend aujourd'hui, hein, et je veux citer par exemple un présentateur israélien bien connu qui s'appelle Aryeh Golan, qui est le présentateur du Journal du Matin, qui il y a 2-3 jours s'est déclaré en ouverture de son journal étonné que la cérémonie, le rassemblement de la semaine prochaine soit placé sous le signe de l'unité. On va y revenir, alors que comme si finalement, eh bien, on avait oublié qui avait appuyé sur la gâchette, et que finalement il y avait une responsabilité. On oublie qui a assassiné. Est-ce que tu as assassiné en même temps tu as hérité cette problématique de Binyamin Netanyahou, qui est considéré d'une certaine manière comme le mauvais héritier de l'Église, qui a commis l'erreur de devenir Premier ministre tout de suite après l'assassinat de Rabin, alors qu'il était lui-même un des leaders de la droite israélienne accusé de l'incitation. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Il a quand même surfé sur cette droite religieuse, sioniste, religieuse, nationaliste, qui... et il a surfé avec eux. Ça veut dire qu'on peut pas ne pas voir ces faits-là sur la place de Kikar-Tzyon, comme je le disais tout à l'heure. Il aurait pu aussi, dans ces moments-là, condamner toutes ces excès qui existaient. Il a dit aussi, hein, parce qu'on l'avait interrogé, il avait dit il ne faut pas traiter Rabin de traître, etc. Mais parfois, c'est-à-dire... Est-ce qu'on peut contrôler véritablement tout ce que disent chaque personne, tout ce que pense chaque personne? Moi, je crois qu'il y a une grande hypocrisie de certains médias israéliens sur ce sujet, parce que qu'il y a eu des propos violents contre Yitzhak Rabin, personne ne le conteste, mais Netanyahou n'était pas du tout responsable de ça. Et par contre, aujourd'hui, l'attitude des médias israéliens aujourd'hui envers Netanyahou et sa famille, je dirais, est sans proportion avec ce qui s'est passé à l'époque de Rabin. À l'époque de Rabin, aucun journaliste israélien n'aurait eu l'idée d'aller fouiller. Il n'y avait pas Facebook à l'époque, mais dans la vie privée de la femme ou des enfants de Yitzhak Rabin. Je veux dire, aujourd'hui, les médias israéliens... Ça s'est produit quand même à l'époque. Il a quand même démissionné de son poste. En 77, il avait démissionné parce que sa femme vous parlez d'autre chose. Non, je parle de la façon dont les médias israéliens aujourd'hui poursuivent de manière obsessionnelle la famille de Binyamin Netanyahou pour des raisons politiques. Et vous voulez dire qu'en fait, la presse israélienne, les médias n'ont jamais pardonné à Binyamin Netanyahou d'avoir été Premier ministre après Rabin, alors que... Peut-être, mais je veux dire surtout que les médias israéliens n'ont aucune leçon à donner en la matière, en ce qui concerne l'incitation contre un Premier ministre. Le Premier ministre qui est le plus vilipendé par les médias en Israël, c'est Binyamin Netanyahou. Alors, je voudrais peut-être que nous marquions une pause musicale de quelques minutes, et puis nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon maintenant de ce qui s'est passé, et si finalement aujourd'hui les choses n'ont pas changé. Je le disais peut-être à travers cette manifestation de la semaine prochaine, de ce samedi soir, qui semble présager d'un changement peut-être d'approche concernant la manière de commémorer le souvenir d'Yitzhak Rabin.
Voilà, il est 8h36 minutes. C'est la seconde partie de cette discussion, de ce dialogue autour du 22e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Je le disais avant la pause, nous avons le 4 novembre prochain, c'est-à-dire samedi soir, doit se dérouler donc sur la place Rabin un grand rassemblement. Et de manière tout à fait inédite, ce rassemblement sera placé comme son nom l'indique, on va dire sous le signe de l'unité au sein de la société israélienne. Il est initié par une association qui s'appelle Darkenu, qui veut prôner un dialogue entre les différentes composantes de la société israélienne. Et le fait que ce soit cette organisation, et pas une organisation politique, pas le Parti travailliste, pas d'autres organisations politiques qui organisent ce rassemblement, c'est quand même le symbole, le symptôme d'un changement. Parce que pendant, on va dire, plus de 10 ans, plus de 20 ans, plus de 15 ans en tout cas au moins, eh bien, cette soirée du 4 novembre sur la place Rabin, eh bien, c'était le rassemblement de la gauche israélienne qui donnait libre cours à ses ressentiments envers l'autre partie de la société israélienne, celle qu'elle accusait d'avoir été complice de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Vous le sentez, ce changement, Fred Charbit ? Oui, on sent ce changement. On sent qu'il y a une volonté de la part de toutes les franges de la population israélienne de dialoguer, d'être ensemble, de vivre ensemble, d'aller vers un avenir commun. De toutes les façons, on n'a pas le choix que d'être dans cette direction-là. Comment vous l'expliquez, ce changement ? Je pense que on le disait hors antenne, que il y a les accords d'Oslo qui ont eu certaines répercussions, mais on a vu aussi que certaines choses n'ont pas fonctionné. Donc on a une volonté de la population de se dire, OK, maintenant où on va demain, ensemble, et qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes aussi de l'autre côté qui ont fait, de la part de certaines personnes religieuses, qui eux aussi, un examen de conscience et qui ont aussi envie d'aller voir le reste de la population. Et Pierre Lursa, le changement, c'est aussi... Alors, c'est cette tendance au rassemblement, à l'unité, prônée donc par cette association, mais c'est aussi peut-être même sur le plan politique. On voit que le Parti travailliste a désigné comme héritier, on va dire comme successeur à Yitzhak Rabin, un homme comme Avi Gabay, qui semble pas être trop loin des positions de la droite du Likoud, enfin on va dire du mouvement centriste du Likoud, qui dit par exemple qu'il ne faudra pas qu'il y ait d'évacuation d'implantation dans le cadre d'un règlement de paix. Est-ce que là aussi il y a un changement, il y a une prise de conscience politique de la part des travaillistes, ou c'est par hasard que Avi Gabay est arrivé? Non, moi je pense effectivement, je suis peut-être naïf, mais je crois qu'Avi Gabay incarne un nouveau visage de la gauche israélienne, d'un retour peut-être aux fondamentaux et peut-être un retour justement à ce qu'incarnait Yitzhak Rabin avant les accords d'Oslo, c'est-à-dire l'Yitzhak Rabin dont je préfère me souvenir, c'est-à-dire celui qui incarnait les valeurs sionistes du Parti travailliste historique, celui qui a participé à la fondation de l'État. C'est-à-dire, effectivement, de ce point de vue-là, Avi Gabay incarne peut-être un mea culpa de la gauche après Oslo. On n'a pas besoin pour faire la paix de chasser des juifs de leur maison. Si vraiment il y a une volonté de paix du côté arabe, alors dans ce cas-là, les juifs peuvent rester dans leur maison. Je veux dire, c'est une évidence, mais c'est bien que Avi Gabay le dise. Et je crois qu'effectivement, peut-être si la gauche israélienne veut retourner un jour au pouvoir, effectivement, il faut qu'elle accepte finalement de tourner la page d'Oslo, de tourner la page de cette idéologie un petit peu folle et meurtrière qui nous a coûté très cher, et revenir à des positions plus saines qui étaient celles d'Yitzhak Rabin pendant la plus grande partie de sa vie. À mes yeux, Yitzhak Rabin, c'est un petit peu un personnage tragique quelque part. À chaque fois qu'il a été mêlé, je dirais, aux deux grands tournants dans la politique israélienne, c'est à cause du compte bancaire de sa femme que la gauche a perdu le pouvoir en 1977, et c'est à cause de l'assassinat que la droite est revenue au pouvoir, parce que, comme vous disiez, on ne lui a pas pardonné jusqu'à aujourd'hui dans certains... à Netanyahou. Oui.
Donc, quelque part, c'est un personnage tragique. Et en même temps, il y a aussi un autre visage d'Yitzhak Rabin qui est beaucoup plus positif et lumineux. Et effectivement, je pense que c'est l'avenir du Parti travailliste, à mon avis, même s'il a changé de nom entre-temps, mais ça serait de revenir à ce qu'incarnait Yitzhak Rabin avant les accords d'Oslo. La grande question... Yitzhak Rabin, qui quand même, quand il était au pouvoir, qui a ouvert... les nouvelles relations avec la Russie, qui a ouvert les nouvelles relations avec la Chine, qui a compris que la jeunesse israélienne voulait vivre dans un monde qui est beaucoup plus global aujourd'hui, qui voulait qu'on ne meure pas pour son pays, mais qu'on vive pour son pays. Donc moi, je suis pas très d'accord avec vous sur le fait que Yitzhak Rabin n'était pas dans... c'est aussi, si on part de là, on peut dire il y a Yitzhak Rabin aussi qui disait il faut casser les os des Palestiniens. Tout à fait. C'était aussi, c'est-à-dire on peut dire que Rabin était aussi, on va dire, proche de la droite du Parti travailliste. Oui, moi je me souviens de certaines personnes qui étaient très, très à gauche et qui n'étaient pas très contents quand il est arrivé à la tête du Mefleget Avoda. La question que l'on peut se poser dans la société israélienne, d'abord, c'est aujourd'hui, lorsque on a le sentiment à chaque fois qu'il y a une tension politique entre gauche et droite, à chaque fois qu'il y a des propos de Binyamin Netanyahou, comme ceux de ces derniers mois, envers la presse, envers la gauche israélienne, on brandit tout de suite l'assassinat d'Yitzhak Rabin en disant attention, attention, attention. Ça peut revenir. Est-ce que vous pensez que dans la conjoncture actuelle, dans la société israélienne aujourd'hui, un assassinat politique est possible encore aujourd'hui ? Difficile à répondre à cette question. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous pensez que c'est une personne qui, tout seul, a réalisé cet assassinat. Moi, je pense qu'il y avait... il avait le vent avec lui, mais aujourd'hui, je pense que oui, il faut aller dans le chemin de cette organisation qui va organiser cette manifestation. Plus de dialogue. Beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de respect. Moi, je regardais l'ouverture de la Knesset de la session d'hiver la semaine dernière, et je trouve que nos parlementaires n'étaient pas à la hauteur c'était de la politique politicienne et que ça s'écoutait pas, qu'il n'y avait pas que les uns se foutaient des autres. Ça veut dire, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un gros travail à faire au niveau des parlementaires de donner l'exemple. Mais le peuple, lui, vous le sentez plus ouvert, plus proche ? Oui, je pense que le peuple, il n'attend que ça, tout à fait. Pierre Lursa, pour conclure. Oui, je suis assez d'accord avec Fred sur ce point-là, qu'effectivement, le peuple est peut-être parfois plus mûr que ses représentants et que je suis d'accord que le spectacle que donne la Knesset parfois n'est pas à la hauteur de ce que mérite le peuple d'Israël. Mais peut-être le premier en cause, en l'occurrence, c'était peut-être le président de l'État qui, lui non plus, n'a pas été très, très mamelartique. Mais concernant les risques qu'un tel événement aussi tragique puisse se reproduire dans la société israélienne, est-ce que vous pensez qu'on est immunisé ou alors c'est possible ? On n'est certainement pas immunisé. La violence politique a toujours existé. En fait, l'assassinat de Rabin n'était pas le premier crime politique en Israël. Et n'oubliez pas que la violence politique, elle vient aussi de la gauche et aussi surtout de nos ennemis, parce qu'on a aussi un ministre qui a été assassiné depuis. Rehavam Zeevi. Tout à fait. Donc la violence politique, elle existe, on vit avec. Il y a au moins une chose qui a peut-être changé, c'est que je pense que les premiers ministres sont peut-être mieux protégés aujourd'hui. Oui. Par la force des choses, bien entendu. Mais pour la société israélienne, vous n'avez pas le sentiment qu'elle est plus apaisée, elle sait plus facilement dialoguer, elle sait trouver des ponts entre ces différentes composantes Oui, je pense que la volonté de dialogue existe dans la société israélienne, mais parfois les médias ou même certains politiques ont tendance à mettre de l'huile sur le feu, à vouloir toujours attiser les extrêmes et à vouloir toujours tirer le débat vers la polémique et vers la violence. Juste réagir sur ce qu'il vient de dire. Je pense qu'au contraire, que le président Rivlin venait justement dénoncer
ce qui se passe à la Knesset. Et je pense qu'il venait justement demander à ce qu'il y ait beaucoup plus de dialogue et beaucoup plus d'entente entre les uns et les autres. Et le contraire de ce que... Je pense que c'est le contraire de ce que vous avez dit il y a un instant. Bon, alors écoutez, voilà ce que l'on pouvait dire. Pas de conclusion tranchante concernant l'avenir, mais une société israélienne qui a reçu un coup, il faut bien l'avouer, il y a 22 ans, a été choquée et on peut dire traumatisée, chaque composant de cette société à sa manière, par ce qui s'est produit, par l'assassinat d'un Premier ministre, par un étudiant juif. Je crois que personne n'a oublié, et je crois qu'aujourd'hui, si je me permets de donner une conclusion peut-être un petit peu plus optimiste, à travers ce genre de rassemblement comme celui qui doit se produire samedi soir sur la place Rabin, eh bien peut-être qu'il y a plus de place pour un dialogue et moins de place pour des clivages, moins de place, même si ces clivages sont logiques et légitimes, moins de place pour de l'incitation, de la haine et de la haine gratuite entre les différentes composantes de la société. Et en espérant qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent à cette manifestation et de tous les bords. De tous les bords, effectivement. Merci beaucoup Fred Charbit, merci beaucoup Pierre Lurçat d'avoir été avec nous ce matin pour parler de ce 22e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour la revue de la presse et des médias.